Le destin muet de ma sœur. Depuis notre tendre enfance, ma sœur et moi avons connu une existence marquée par le manque et l'absence d'amour. Moi, je suis née comme les autres, mais ma sœur, elle, est venue au monde différente. Elle était muette. Elle était tout ce que j'avais, ma seule famille, mon unique repère dans ce vide sans chaleur. Pourtant, malgré tout mon attachement, je n'ai pas su la protéger. J'étais trop naïve pour voir les signes de sa détresse. J'étais une enfant, oui, mais si j'avais vu les signes, aurais-je pu la sauver? La question me ronge. Les souvenirs de cette époque me hantent encore aujourd'hui. La culpabilité et le regret ne m'ont jamais quittée. Je veux raconter notre histoire, celle de deux sœurs unies par la douleur et de la tragédie qui m'a arraché la seule personne que j'aimais vraiment. Je m'appelle Adeline. D'après ce qu'on m'a raconté, la vie de ma mère a été marquée par la misère et le chagrin dès les premiers jours de son mariage. Mon père était tombé éperdument amoureux d'elle. Contre vent et marée, il avait supplié sa famille de le laisser l'épouser. Mais chez lui, l'amour ne suffisait pas. Les siens voyaient en ma mère une femme maudite, née d'un sang qu'elle jugeait impur. Ils disaient qu'elle venait d'une famille aux mauvais gènes. Des mots cruels qui me glacent encore aujourd'hui. Un des frères de ma mère était atteint d'un retard mental, un autre d'autisme, et une tante avait une malformation à la main. Pour eux, tout cela faisait d'elle une menace, une femme capable d'enfanter à son tour des enfants difformes. Malgré les interdictions, malgré les menaces, mon père a choisi l'amour plutôt que la peur. Il a épousé ma mère sans le consentement de ses parents, croyant peut-être que son courage suffirait à faire taire les préjugés. Mais une fois mariée, ma mère a découvert un enfer silencieux. Dans sa belle famille, elle n'a jamais été accueillie comme une épouse, encore moins comme une fille. Elle n'a reçu que du mépris. Chaque jour, ma grand-mère paternelle murmurait à l'oreille de son fils qu'il devait la quitter, qu'il méritait mieux. Pourtant, malgré les mots blessants et le poison du jugement, mon père tenait bon. Il aimait ma mère et refusait de céder. Lorsque ma mère tomba enceinte de ma sœur, elle trouva la force de tenir bon malgré les humiliations et les maltraitances de sa belle-mère et de ses belles-sœurs. Avec son ventre qui s'arrondissait de jour en jour, elle continuait à accomplir les corvées ménagères et la cuisine que lui imposait sa belle-mère. Mon père et elle vivaient encore sous le toit familial, là où chaque geste de ma mère semblait épié, jugé, méprisé. Le jour de la naissance de ma sœur Sarah, la douleur commença doucement, puis devint insoutenable. Les contractions se rapprochaient, son ventre la brûlait à chaque minute. Paniquée, elle alla prévenir sa belle-mère, mais celle-ci l'ignora, comme si ses plaintes n'étaient qu'une gêne de plus. Ma mère était jeune, naïve et surtout seule. Nous étions alors au milieu des années 80. Il n'y avait ni téléphone portable, ni secours facile à joindre. Le seul téléphone de la maison trônait dans le salon, mais ma belle-mère lui avait interdit d'y toucher. Alors, elle endura la souffrance dans le silence, seule dans sa chambre, gémissant de douleur, attendant désespérément le retour de mon père. Quand il rentra du travail, il découvrit l'horreur. Ma mère, épuisée, tremblante, en train d'accoucher seule. Pris de panique, il voulut la conduire à l'hôpital, mais l'appartement se trouvait au 2e étage. À peine avait-il descendu quelques marches que ma mère sentit les os se rompre. Là, sur les escaliers, entre deux mondes, celui de la douleur et celui de la vie, elle donna naissance à Sarah. Alertée par le gémissement, un voisin sortit précipitamment. Sa femme appela les secours pendant qu'il tentait d'aider. Le bébé, minuscule et tout bleu, ne bougeait pas, ne pleurait pas. Le silence fut glacial. Le voisin comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Par un hasard miraculeux, une infirmière habitant dans l'immeuble rentrait chez elle à ce moment-là. En voyant la scène, elle accourut, prit le bébé entre ses mains tremblantes et tenta de le ranimer. Minute après minute, elle fit tout ce qu'elle put jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Ma mère et ma sœur furent transportées à l'hôpital et Sarah fut sauvée. Ce jour-là, ma sœur avait frôlé la mort avant même de connaître la vie. Sarah était un bébé étrange aux yeux de tous. Elle ne pleurait presque jamais. Alors que les nourrissons réclament un grand prix, les bras ou le lait, ma sœur, elle, restait paisible, trop paisible, comme endormie,
dans un monde qu'elle seule voyait. Elle ne savait pas réclamer son biberon. Ma mère devait surveiller l'heure, attendre chaque tétée, guetter le moindre signe pour la nourrir. Aux premiers examens médicaux, rien d'inquiétant ne fut décelé, sinon ce silence inhabituel. Les médecins disaient que chaque bébé était différent, que Sarah finirait par s'éveiller davantage. Les mois passèrent, et vers l'âge de 6 mois, le verdict tomba comme une lame. Une suspicion de syndrome de Down, une anomalie chromosomique. Ce jour-là, le monde de ma mère s'effondra, et pour ses beaux-parents, ce fut la confirmation de leurs pires préjugés. Dès lors, les reproches devinrent des attaques, les murmures se changèrent en cris. Sa belle-mère répétait sans relâche à son fils. « Tu dois divorcer d'elle. Pour l'instant, elle n'a qu'un seul enfant. N'attends pas qu'elle t'en fasse d'autres. Ils seront tous malades. Tu ne sais pas ce que c'est d'élever un enfant handicapé. » Sous la pression de sa famille, mon père finit par s'éloigner de celle qu'il avait autrefois tant aimée. Les disputes se succédèrent, les silences s'alourdissaient, et ma mère, épuisée, dut encaisser seule la violence des mots, la honte et la peur de l'avenir. Après une année de souffrance, incapable d'en supporter davantage, elle prit son courage à 2 mains et quitta cette maison où elle n'avait jamais été acceptée. Elle retourna vivre chez ses parents, le cœur brisé. Mon père profita de cette séparation pour demander le divorce. Et c'est peu de temps après cette rupture que ma mère découvrit qu'elle était enceinte de moi, Adeline. Lorsque je suis venue au monde, mon père s'était remarié. Il passa à l'hôpital le temps d'une courte visite, pas par tendresse, mais par curiosité. Il voulait simplement voir si j'étais normale ou comme ma sœur, disait-il. Ce jour-là, ma mère comprit que pour lui et sa famille, Sarah et moi ne serions jamais des enfants, seulement des fardeaux. Il refusa de nous reconnaître. Pour sa famille, il valait mieux nous effacer de son existence, comme une honte à dissimuler. Seule, sans aide, sans ressources, ma mère se battit pour nous nourrir, nous vêtir et nous offrir un semblant d'enfance. Elle travaillait sans relâche, s'épuisant pour que nous ne manquions pas du peu qu'elle pouvait donner. En grandissant, Sarah paraissait une enfant comme les autres, douce, curieuse, souriante, mais elle demeurait enfermée dans son silence. Aucun mot ne franchissait ses lèvres, aucune voix ne portait ses émotions. Ma mère la conduisit alors dans une école spécialisée où on lui apprit le langage des signes. C'était sa seule manière de parler au monde. Vers mes 11 ans, notre vie prit un tournant tragique. Ma mère se blessa gravement à la jambe en tombant. N'ayant pas les moyens de consulter un médecin, elle préféra se soigner elle-même, convaincue qu'elle pourrait s'en sortir. Mais les jours passèrent et la blessure s'infecta. Toujours, elle refusa de demander de l'aide, jusqu'au jour où la douleur devint insupportable. Enfin, elle fut conduite aux urgences. Là, le médecin annonça que l'infection s'était propagée dans tout son corps et il ne pouvait plus rien faire. Quelques semaines plus tard, ma mère nous quitta, laissant ma sœur et moi seuls dans un monde devenu soudainement froid et silencieux. Nous dûmes partir vivre chez nos grands-parents maternels, qui acceptèrent de nous accueillir, non par amour, mais parce qu'ils pourraient bénéficier de la pension liée au handicap de Sarah. À ce moment-là, ma sœur avait 14 ans et moi 12. Nous partagions une petite chambre sombre, éloignée des autres pièces de la maison. Là, nous étions protégés de la maltraitance directe, mais l'amour était absent et la chaleur humaine inexistante. Dans cette maison vivait également notre jeune oncle, Nicolas, le petit frère de notre mère. Durant 1 an, malgré le froid et l'indifférence, nous avions un toit et quelque chose à manger. Cela suffisait à survivre. Puis, la routine changea. Notre oncle Nicolas obtint son permis poids lourd et trouva un emploi comme chauffeur routier, disparaissant toute la semaine pour ne revenir que le week-end. Parfois, c'était plus long. Mes grands-parents, déjà âgés, avaient toujours besoin d'aide pour les courses et les déplacements. Ils firent alors appel à un cousin, le fils d'une tante, récemment au chômage. Il accepta de venir vivre chez eux pendant les périodes d'absence de Nicolas pour les aider. Nous commençâmes alors à partager notre quotidien avec ce cousin, Léon, qui dormait dans la chambre de Nicolas. Au début, il semblait sympathique, plaisantait avec nous taquinait parfois, tout paraissait normal. Mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer que Sarah n'avait plus le sourire.
Elle semblait toujours triste, nerveuse, comme si un poids invisible pesait sur elle. Parfois, la nuit, je me réveillais en entendant des gémissements étouffés, des petits bruits étranges, comme ceux d'un animal apeuré. Mais quand je tournais la tête pour regarder Sarah, elle était dans son lit, et personne d'autre n'était là. Une nuit, je me réveillai à nouveau. Cette fois, je levai la tête rapidement et aperçus une silhouette qui ressemblait à Léon sortir de notre chambre. Mon cœur s'emballa. Pourquoi Léon ouvrait-il notre porte? Mais je ne me suis pas posé plus de questions. Le comportement de Sarah devint de plus en plus étrange. Elle passait ses journées avec une paire de ciseaux qu'elle refusait de lâcher. Elle était agitée, énervée, nous faisait des signes incompréhensibles, et parfois sa colère semblait incontrôlable. Ma grand-mère essayait de comprendre. Elle lui demandait si quelqu'un lui avait fait du mal à l'école. Mais Sarah secouait la tête. Si c'était moi qui l'avais embêtée, elle secouait de nouveau la tête. Personne ne comprenait. Moi, je commençais à perdre patience. Les bruits nocturnes me réveillaient chaque nuit, perturbant mon sommeil. Un soir, j'essayais de faire comprendre à Sarah de se calmer durant la nuit, mais elle me fit des signes que je ne comprenais pas. Frustrée, je me mis à crier après elle. Ma grand-mère accourut immédiatement et me demanda ce qui se passait. Je lui répondis, exaspérée. « Mamie, c'est cette débile. Elle fait du bruit la nuit et m'empêche de dormir. J'en ai marre. Si ça continue, je dormirai dans le salon. » Ma grand-mère me gronda sévèrement et m'ordonna de rester dormir avec Sarah. Au fil du temps, les bruits nocturnes devinrent plus rares, mais un détail étrange persistait. Lorsque Nicolas était à la maison, Sarah restait silencieuse, presque normale. Mais dès qu'il repartait sur la route et que Léon venait séjourner chez nous, les bruits revenaient. Ce cycle dura plus d'1 an. Puis, un soir de week-end, après que Léon et Nicolas eurent passé la journée ensemble, Léon resta dormir à la maison. Ce soir-là, mes grands-parents étaient partis chez un proche, laissant la maison silencieuse. Nicolas et Léon regardaient un film, pendant que ma sœur et moi allions nous coucher. Au milieu de la nuit, un bruit assourdissant me réveilla en sursaut. Je me levai précipitamment et aperçus une masse sombre tomber au sol. Le cœur battant à tout rompre, j'allumai la lumière, et ce que je vis me figea de stupeur. Devant moi, gisait Léon, inerte sur le sol, et Sarah, au bord du lit, tenait ferme le fusil de grand-père, les yeux rivés sur le corps. Alerté par le bruit, Nicolas se précipita dans notre chambre. Face à cette scène d'horreur, il courut appeler la police. Puis, il essaya de calmer Sarah pour qu'elle lâche l'arme, mais elle resta immobile, les mains crispées, les larmes roulant sur ses joues. Moi, choquée, tremblante, je ne pus supporter ce spectacle, et je sortis en pleurant, incapable de rester. Lorsque la police arriva, Nicolas les guida vers notre chambre. Les agents tentèrent de raisonner Sarah, mais elle refusait que quiconque s'approche. Nicolas expliqua alors que Sarah était muette. Heureusement, l'une des policières connaissait un peu le langage des signes. Elle s'approcha doucement de Sarah et avec patience réussit à la convaincre de lâcher le fusil. Léon était mort. Sarah fut conduite à l'hôpital pour des examens. Après les examens, le verdict fut terrifiant. Sarah avait subi des abus. La police fit appel à un expert en langage des signes pour pouvoir communiquer avec elle. Et c'est alors que Sarah raconta son calvaire. Depuis plus d'1 an, Léon la violait presque chaque nuit. Elle avait essayé d'en parler à nos grands-parents, mais personne ne comprenait ces signes. Elle avait tenté de m'en parler aussi à plusieurs reprises, mais je l'avais crié dessus, lui disant qu'elle était une débile, que ces bruits, la nuit, m'empêchaient de dormir, et que je ne voulais plus rester dans la même chambre qu'elle. Elle leur confia à quel point elle m'en voulait. Moi, sa seule famille, sa sœur, je n'étais pas là pour la protéger. Elle n'avait personne d'autre. À ces mots, je me sentis anéantie. Les larmes me montèrent, et je fus submergée par la culpabilité. Moi, sa sœur, sa seule famille, je n'avais rien vu, rien compris, et je l'avais blessée par mon impatience et ma colère. Maintenant, je comprenais que chaque mot, chaque cri que j'avais lancé était tombé sur sa détresse comme une avalanche. Elle avait tenté de m'appeler à l'aide, mais je n'avais pas su entendre. Cette culpabilité me paralysait.
Chaque image de sa peur, chaque instant de sa souffrance me revenait en mémoire, avec une violence insoutenable. Pourquoi n'avais-je pas appris le langage des signes? Si seulement j'avais appris le langage des signes, peut-être aurais-je pu la comprendre, peut-être aurais-je pu l'empêcher de subir ce qu'elle a subi. Quant au fusil, Sarah expliqua qu'elle avait observé notre grand-père, ancien chasseur, lorsqu'il le sortait et le maniait. C'est ainsi qu'elle avait appris à s'en servir. Ce soir-là, elle savait que Léon viendrait lui faire du mal. Alors, elle avait préparé sa défense en cachant le fusil sous son lit. Grâce à son témoignage, la police conclut à la légitime défense. Sarah ne risqua rien, mais le poids de cette révélation fut énorme pour moi. Je compris alors combien elle avait souffert en silence, combien j'avais été aveugle à sa douleur, et combien l'enfance de ma sœur avait été brisée. Même si la police avait conclu à la légitime défense, pour le reste de la famille, Sarah était devenue une meurtrière. Léon, c'était le fils unique de ma tante, un jeune homme en qui tous plaçaient leur espoir, et dans leurs yeux, ma sœur avait brisé cet avenir. Depuis ce jour, nous étions devenus des parias. Personne ne nous parlait plus. Nos grands-parents ne disaient rien, mais je voyais bien que quelque chose s'était cassé entre nous. Un fossé invisible, mais profond. Leur regard avait changé, et ma tante, elle, nous regardait, comme si nous étions des monstres. Notre présence semblait leur être insupportable. On ne nous invitait plus à table. Nos repas se prenaient à part, dans un coin, sur une petite table froide. Nous mangions en silence, loin d'eux, comme si nous étions les intrusses d'une maison qui n'était plus la nôtre. Sarah et moi n'avions plus qu'une seule richesse, l'une et l'autre. Nous nous tenions compagnie, essayant de survivre dans cette atmosphère pesante, où même l'air semblait chargé de reproches. 2 années passèrent ainsi, dans la solitude et le rejet. Un soir, ma grand-mère vint me voir dans la chambre. Elle s'assit près de moi, l'air grave, puis me dit doucement. « Adeline, je pense que ce serait bien que tu emmènes ta sœur vivre avec ton père. » Ces mots furent comme un coup de poignard dans ma poitrine. Mon cœur se serra à m'en faire mal. Je répondis, la voix tremblante. « Grand-mère, non, nous ne retournerons pas vivre auprès de lui. Il nous a abandonnés. Je ne le connais pas. S'il te plaît, laisse-nous rester encore un peu. Quand j'aurai 18 ans, je travaillerai et j'emmènerai Sarah avec moi. » Les larmes dévalaient mes joues, brûlantes et incontrôlables. Ma grand-mère se leva en soupirant, me lança simplement. « Arrête de pleurer, ce n'était qu'une proposition. » Mais ces mots résonnèrent longtemps dans ma tête. À partir de ce soir-là, je commençai à compter les jours, espérant que le temps passe plus vite, que mes 18 ans arrivent enfin. 3 ans, c'était si long, je n'avais plus d'appétit, plus de goût à rien. Mon esprit était hanté par une seule idée, protéger Sarah, coûte que coûte. Et pourtant, ce soir-là, alors que je regardais ma sœur du coin de l'œil, j'eus un pressentiment. Sarah semblait différente, plus triste encore que d'habitude. Son regard était perdu, lointain, comme si une partie d'elle s'éteignait déjà. Ce jour-là, en rentrant de l'école, quelque chose me sembla étrange. Sarah m'attendait toujours devant la porte, le sourire timide, les mains agitées pour me saluer. Mais ce soir-là, elle n'était pas là. Je me suis d'abord dit qu'elle devait être malade. J'ai appelé son nom, fouillé la maison, regardé dans notre chambre. Rien. Un silence pesant régnait. Mais j'ai remarqué que la porte du sous-sol était entr'ouverte. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai descendu les marches, appelant encore son nom, ma voix tremblante, se perdant dans l'écho froid de la cave. Je croyais qu'elle faisait peut-être la lessive. Alors j'ai regardé près de la machine à laver. Rien. Et puis, une sensation étrange m'a traversée, comme un pressentiment. J'ai contourné un drap suspendu. Et là, mon monde s'est écroulé. Derrière le linge, ma sœur Sarah était pendue. Son corps frêle se balançait doucement, son visage paisible, presque endormi. Je suis resté figé, incapable de hurler, incapable même de pleurer. Tout en moi s'était arrêté. Son décès fut un choc immense, un gouffre dans lequel je tombai sans fin.
Je ne comprenais pas. Pourquoi avait-elle fait ça? Je repassais sans cesse les jours précédents, les regards, les silences, et je finis par croire qu'elle avait sans doute entendu la conversation que j'avais eue avec grand-mère. Peut-être avait-elle cru que mes soucis étaient à cause d'elle, que fatiguée de tout, je serais plus heureuse sans elle. Peut-être pensait-elle qu'en disparaissant, elle m'allégerait d'un fardeau. Ces funérailles furent simples et froides. Seuls mes grands-parents et moi étions présents. Le reste de la famille n'y voyait aucun intérêt. Il n'y avait ni larmes, ni prières sincères, juste le vent, le silence et ma douleur qui me déchirait. Après sa mort, je n'étais plus qu'une ombre. Je traînais ma peine comme une chaîne. Je ne supportais plus cette maison, ces regards indifférents. Et puis, je me suis rappelé d'une conversation entre mes grands-parents. À la mort de Léon, ils avaient menti à la police, affirmant qu'il n'était qu'un simple ami de Nicolas, venu passer la nuit au lieu de dire la vérité, qu'il était un membre de la famille séjournant régulièrement chez nous. Ils avaient fait ça de peur qu'on nous place ailleurs, et pour pouvoir continuer à nous garder, à profiter de la pension d'invalidité de Sarah. À la pensée de tous ces événements passés, je me suis sentie souillée et écœurée. Alors, j'ai pris mon courage, et j'ai tout raconté au conseiller de mon école. Ma souffrance, la mort de Sarah, le rejet, l'atmosphère étouffante et mon désir de partir. Et c'est ainsi que j'ai été placée à mes 15 ans dans une famille d'accueil. Le jour de mon départ, mon grand-père me maudit et ma grand-mère me lança. Adeline, tu es vraiment méchante. Tu veux nous causer des ennuis, c'est ça? Je n'ai rien répondu. J'ai quitté cette maison sans me retourner. Dans ma famille d'accueil, pour la première fois, j'ai connu la bienveillance. Ce couple m'offrait des cadeaux, mais surtout de l'écoute, de la douceur, du respect. Ils m'encourageaient à poursuivre mes études, à croire en moi. Grâce à eux, j'ai terminé le lycée, puis j'ai réussi à entrer à l'université. Diplôme en poche, j'ai trouvé un travail stable, une vie enfin à moi. C'est alors que mon père est réapparu. Lui, qui ne s'était jamais soucié de nous, apprit que j'avais réussi, et se mit à ma recherche, m'appela un jour, cherchant à renouer. Je l'ai écouté, puis je lui dis calmement. Même si tu es mon père, je ne te connais pas. Tu es un étranger pour moi. On me dit souvent que je te ressemble beaucoup, mais depuis ma naissance, tu n'as jamais cherché à me connaître. Il est trop tard maintenant. Laisse-moi le temps de réfléchir. Mais je n'ai jamais rappelé. Je ne voyais pas l'intérêt de renouer un lien qui n'avait jamais existé. Aujourd'hui, je suis mariée et maman de 2 merveilleux enfants. Ma vie semble paisible, et pourtant, le souvenir de Sarah ne m'a jamais quittée. Son absence est un vide que rien n'a pu combler, une blessure invisible qui continue de saigner dans le silence. Parfois, je ferme les yeux et je l'imagine encore, debout devant moi, son doux sourire sur les lèvres, celui qui illuminait même les jours les plus sombres. Alors, ce même silence qui l'a emporté me serre le cœur, me rappelant tout ce que nous avons perdu. Une connaissance de mon père, vivant dans la même ville que moi, joue souvent les intermédiaires entre nous. Dernièrement, elle m'a passé un message de mon père. « Adeline, pourquoi ne me réponds-tu pas? Jusqu'à quand vas-tu attendre pour pardonner à ton père ?» Je relis souvent ce message, sans jamais savoir quoi répondre. Je n'ignore pas mon père par rancune, mais parce que je ne me sens pas encore prête. Le pardon, je l'ai compris, n'efface pas la douleur. Il demande du temps, du courage et un cœur apaisé. Et le mien ne l'est pas encore tout à fait. Car malgré les années, je porte encore les séquelles de cette période. Il m'arrive de revivre certains souvenirs, de sentir remonter les angoisses, les images, la culpabilité. C'est pourquoi je suis encore une thérapie pour apprendre à me reconstruire, pour déposer un peu de poids que je traîne depuis l'enfance. Chaque séance m'aide à comprendre que survivre, c'est déjà une forme de victoire. La vie m'a arraché une sœur, mais elle m'a aussi laissé une mission, celle d'aimer plus fort, d'écouter plus profondément et de ne jamais laisser le silence devenir une prison.